d'être là. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Très bien, merci. Ah bon? Comme vous Contrairement le voyez. aux rumeurs folles qui ont couru la ville de Kinshasa, tout le pays, mais aussi l'étranger, vous donnant pour mourant, grabataire, transporté en urgence au pays de Mandela par un avion affrété par le président de la République. L'étranger, ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des concitoyens qui vivent à l'étranger, qui ont exporté vers ces pays de très très mauvaises pratiques que l'on a ici, de toujours un peu ergoter sur les petits malheurs des autres. Je suis allé sur mes 2 pieds en Afrique du Sud pour une consultation tout à fait privée. Oui, je suis membre du gouvernement. Le président m'a donné un coup de pouce pour aller vite, terminer mes rendez-vous avec mes médecins et revenir vite. Et me voici d'attaque. Je suis en plein état de santé. Je pense même probablement mieux portant que beaucoup de gens qui racontent des histoires sur le net. Vous savez, tout ce qui est excessif est dérisoire. Alors, sincèrement, tournons cette page-là et parlons de choses sérieuses. Le gouvernement s'est réjoui d'abord de voir le peuple américain mener à bonne fin cet exercice démocratique élémentaire, qui est une élection présidentielle. Nous félicitons le président Obama et le parti démocrate tout entier de cette belle victoire. Elle est nette, elle se décide à travers des chiffres qui sont pratiquement sans appel. Des leçons sont à tirer. Une élection, ce n'est jamais quelque chose de parfait. Nous avons enregistré dans un État, au moins la Floride, ce que des journalistes américains eux-mêmes ont qualifié de chaos électoral. Mais cela n'a pas poussé qui que ce soit aux États-Unis à s'en prendre au président en exercice Obama pour l'accuser de je ne sais quel crime d'avoir faussé la vérité des élections. Tout le monde s'est incliné devant des résultats qui ont été annoncés sans avoir pris en compte les résultats justement de ce chaos de Floride. Donc c'est des choses qui arrivent. On les tolère ailleurs. Au Congo, on prétend ne pas les tolérer. C'est des choses qui arrivent. On peut avoir un président qui est au pouvoir et qui se fait réélire démocratiquement. Obama était au pouvoir, il a été réélu. Je n'entends pas tous ces gens à Paris, ici, qui parlaient du fait qu'un président comme Joseph Kabila, en exercice, se fasse réélire comme une preuve qu'il a manipulé. Aujourd'hui, Obama, président en exercice, s'est fait réélire. On ne parle plus de preuve d'avoir manipulé. Non, c'est normal, c'est démocratique. Non, messieurs, je pense que les peuples ont le droit de décider de qui les gouverne. Un président qui était là peut mériter la confiance de ses concitoyens. C'est le cas d'Obama, ça a été le cas de Joseph Kabila en 2011. Il faut cesser. L'enseignement, c'est que l'électeur américain a mis dans l'urne sa décision. Sa décision est sortie in fine dans les proclamations. Ce n'est pas une décision qui aurait fait plaisir au gouverneur Romney, mais qu'il a accepté de bon cœur. C'est une décision qui a fait plaisir au président sortant Barack Obama, qui s'en réjouit. C'est comme ça qu'il faut toujours prendre les résultats électoraux, avec beaucoup de respect pour les électeurs, avec beaucoup de considération pour les administrations électorales qui peuvent avoir leurs insuffisances, mais d'une manière globale, on n'a pas senti, ni au Congo en 2011, ni aux États-Unis, que les irrégularités qui ont été constatées ici et là au Congo ou en Floride aux États-Unis pouvaient remettre en cause les résultats tels qu'ils ont été annoncés in fine. Voilà l'enseignement que je peux tirer. L'autre enseignement, c'est qu'il faut avoir du fair play. Nous avons constaté la dureté des thèmes qui ont été utilisés tout au long de la campagne. Le président Obama a parlé assez durement des projets de Mitt Romney. Mitt Romney a aussi jugé excessivement sévèrement les 4 ans du président Barack Obama, mais à la fin, dès que la décision du scrutin a été connue, Mitt Romney a fait preuve de fair play, a fait preuve d'élégance, a félicité son adversaire qui a gagné, le président sortant qui a été reconduit, a même annoncé à ses partisans qui ne le souhaitaient pas, parce qu'on a vu le mécontentement chez ses partisans, qu'il allait dire des prières pour le président Barack Obama. Nous souhaiterions que les leaders politiques congolais fassent preuve de plus d'élégance,
de cette nature-là qui soit moins populiste, parce que pour faire plaisir à des militants, on raconte n'importe quoi, on demande aux gens d'aller casser des prisons, d'aller insulter le président, d'aller s'en prendre même à des porte-paroles du gouvernement, donc de l'excès qui n'honore pas ceux qui en sont les auteurs. Il faut mûrir, la démocratie est quelque chose de très sérieux, les Américains, là, nous ont donné un bel exemple, il faut revoir vos calculs. C'est depuis 2006 qu'on a eu la première élection après celle de 60, qui nous a été confisquée après quelques mois. C'est en 2006 qu'on a eu une élection. Nous sommes en 2012, ça n'a fait que 6 ans. Donc c'est une expérience extrêmement courte, il faut en tenir compte. Deuxièmement, on a l'habitude de comparer les 10 années passées au pouvoir par Joseph Kabila. Ça n'a rien à voir avec le processus électoral. Voilà. Vous savez que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir accidentellement en 2001. Si on n'avait pas tué le président en exercice, à ce moment-là, il n'aurait pas accédé au pouvoir. Parce que le pouvoir ne peut pas rester vide, on a dû y suppléer par les institutions de la transition qui étaient là. Donc ça n'a rien à voir avec le processus électoral. Et je pense que Joseph Kabila doit quand même être reconnu comme celui qui a réhabilité le processus démocratique. On oublie cela. Les acteurs qui ont été aux affaires depuis 60, et qui ils ont participé au pouvoir avec les fossoyeurs de la démocratie qu'ont été le président Mobutu et son régime, et qui du coup aujourd'hui se permettent d'insulter celui-là même qui a fait tout pour que la démocratie retrouve ses lettres de noblesse, qui a fait tout pour partager le pouvoir de transition avec ses pires adversaires politiques, pour donner une chance à la démocratie. Je dis, c'est une inversion des valeurs. Les choses dont on doit être fier, c'est cette régularité-là. 2011, et puis, avant 2011, il y a eu 2006, et dites-vous bien que les mêmes qui aujourd'hui essayent de nous critiquer très sévèrement ont été ceux qui ont tenté de nous empêcher de respecter cette régularité, qui disaient qu'il n'était pas possible d'organiser des élections en 2011. Et c'est pour leur avoir désobéi que nous sommes aujourd'hui l'objet de ce Congo bashing, qui devient une mode imposée particulièrement à Paris. Des Congos, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas entendu ça. Brutal, le régime du président Kabila, je n'ai pas l'impression. Ce discours-là, vous êtes probablement un des rares à l'avoir entendu, pas moi. Je sais qu'il a parlé du Mali, c'est le seul cas où il a parlé de l'Afrique. Je ne sais pas, peut-être qu'il a parlé du Soudan. Je ne suis pas au courant qu'il ait parlé de la République démocratique du Congo. Et en tout cas, le régime du Congo n'est pas un régime brutal. Je sais qu'on parle inepte comme lui, il pense. Je ne sais pas, on peut pas, est-ce qu'on peut être inepte et en même temps brutal? Je ne sais pas. Les brutaux sont plutôt des gens extrêmement hyperactifs. Donc vous voyez que déjà au niveau des notions, nous sommes dans une contradiction sémantique. On ne peut pas être en même temps brutal et inepte. Celui qui est brutal est plutôt hyperactif. Donc on ne sait plus quoi dire, tellement le Congo bashing est devenu un sport. Alors on dit une chose et son contraire. Je préfère ne pas répondre. C'est quelqu'un qui ne connaît pas de quoi il parle. Un régime brutal, c'est un régime qui subit la brutalité d'un autre régime. Donc vous voyez déjà que nous sommes en train de corriger les images. Oui, je pense que là où les États-Unis d'Amérique ont une influence, et c'est le cas dans la région des Grands Lacs, parce que les États-Unis d'Amérique ont des relations extrêmement convenables avec la République démocratique du Congo, ils ont des relations plus que convenables avec le Rwanda, des relations aussi très convenables avec l'Ouganda et tous les autres pays qui sont impliqués dans ces violences tout à fait inacceptables, qui ont été définies comme telles en tout cas par les États-Unis d'Amérique. Je pense qu'il est du devoir des Américains d'agir pour maintenir la paix, maintenir la tranquillité, maintenir la convivialité et le respect des droits de ces peuples à vivre en paix à l'intérieur de leurs frontières. Je pense que c'est quelque chose qui touche aux obligations internationales d'un État. Les États-Unis faisant partie d'un de ces États que l'on peut considérer comme majeurs sur notre planète. Il est normal qu'on puisse leur demander d'agir là où ils le peuvent. Donc, pas du tout. Tout dépend de ce qu'on attendait de ce premier mandat. Il y a des gens, vous savez, qui vivent la main tendue, qui croient que leur sort dépend des autres. Nous sommes des nationalistes qui savons que rien ne sera fait pour nous que nous n'aurions fait nous-mêmes. Et donc nous attendons des choses, bien sûr, de nos partenaires, mais pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous-mêmes que nous l'attendons. Et donc nous attendions quoi du mandat du président Obama? C'est une action
déterminés sur les forces négatives qui déstabilisent la paix, puisque notre premier problème aujourd'hui, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de pacification qui ne nous permet pas de devenir ce pays émergent que nous avons le droit de devenir. Et donc il faut rapidement utiliser toutes les forces de la communauté internationale pour remettre chacun à sa place, pour empêcher ceux qui dans la région, comme le Rwanda, veulent empêcher les autres, comme la République démocratique du Congo, de vivre en paix, de continuer dans cette œuvre funeste. Et donc nous attendions cela des États-Unis, nous avons eu des gestes. Nous avons eu des frémissements. Nous avons eu cette suspension symbolique d'une aide militaire des États-Unis au Rwanda qui a entraîné un effet domino de la part d'autres États occidentaux qui ont fait même plus que les États-Unis, mais qui ont été encouragés à se faire parce que le grand frère américain l'a fait. Nous apprécions. Nous espérons qu'avec ce second mandat, le président Barack Obama ira un peu plus loin, c'est-à-dire sortir du symbolique pour aller dans la réalité, c'est-à-dire empêcher le Rwanda de continuer à tuer des Congolais, empêcher le Rwanda de continuer à piller la République démocratique du Congo par des sanctions beaucoup plus lourdes, des sanctions beaucoup plus significatives et des sanctions utilement ciblées. Nous avons un problème avec un voisin où il y a un homme fort qui fait tout comme il veut, qui arrête, qui pille, qui tue jusqu'à déborder, même dans un pays qui n'est pas le sien. Je pense que c'est un exemple de système politique dont l'Afrique peut bien se passer, n'a plus besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui vivent comme des hommes civilisés, qui savent qu'ils n'ont juridiction qu'à l'intérieur de leurs frontières, qui ne peuvent pas venir ici nous gérer, parce que le Rwanda a souvent tendance à nous donner des leçons, qu'ils débordent chez nous parce qu'il y a un déficit de gouvernance. Je ne sais pas qui leur a donné mandat de s'occuper de notre gouvernance. Tout cela doit cesser. Et tout cela, aujourd'hui, perdure parce qu'il y a une mauvaise conception du leadership dans la tête de certains, dont ceux qui sont aujourd'hui à la tête du Rwanda. Ça, on ne peut pas ne pas le dire. Et je pense que si c'est dans ce sens-là qu'on parle d'institutions fortes plutôt que d'individus forts, je pense que c'est une idée qu'il faut saluer et qu'il faut promouvoir. D'abord, une expression beaucoup plus affirmée, et nous sommes dans le bon chemin, dans notre sens, beaucoup plus affirmée de la solidarité des dirigeants et du peuple américain avec le peuple congolais victime aujourd'hui d'une agression. Deuxièmement, à partir de là, nous attendons que les relations commerciales, les relations de coopération redeviennent beaucoup plus fluides. C'est difficile qu'elles le soient en période de crise comme c'est maintenant, en période de guerre. Donc la première étape, l'étape primordiale, c'est celle de cette solidarité qui s'exprime à travers des sanctions qu'il faut imposer à partir des Nations Unies, où les États-Unis occupent un rang tout à fait exceptionnel de membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi à travers des relations bilatérales, des pressions amicales qui peuvent être exercées, puisque les États-Unis entretiennent des relations privilégiées avec tous les États de la région, y compris le Rwanda et la RDC. Obama est une réalité dans cette communauté internationale à laquelle nous appartenons tous, et nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte ces changements qui est impulsé par ce pays qui est extrêmement important, qui a participé à l'histoire d'une autre. Depuis 60, les États-Unis sont avec nous, nous sommes avec les États-Unis, nous cheminons ensemble avec d'autres membres de la communauté internationale, et donc ce n'est pas une quantité négligeable que les États-Unis d'Amérique. Vous avez entendu qu'une grande partie des malheurs sous lesquels nous ployons aujourd'hui sont dus à des actions de la communauté internationale. Souvenez-vous, tout part des lendemains du génocide au Rwanda, précisément. Malheureusement, cette imposition qui a été faite à nos dirigeants d'alors, de recevoir des armées entières, tout un État qui a débarqué chez nous pour essayer d'achever ce qu'ils appelaient le travail, c'est-à-dire le génocide, et qui a fait germer dans les têtes de ceux qui dirigent le Rwanda aujourd'hui l'idée qu'ils avaient un droit de suite, qu'ils avaient une sorte de droit, après ce droit de suite, de venir piller chez nous ce qui leur manque chez eux. Tout cela est lié. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre que tous les problèmes que nous avons ont une origine interne, qu'il n'y a pas de facteur d'extranéité, de sorte que la communauté internationale n'ait rien à jouer comme rôle. Or,
cette communauté internationale, elle est organisée de telle façon que les États-Unis y jouent un rôle de premier plan.